Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au commencement était le cheval. Évidemment, le cheval a joué un rôle tellement essentiel dans l'histoire. J'ai eu souvent l'occasion d'en parler pendant des siècles et des siècles. Le fidèle allié des conquêtes, des travaux des champs, des grandes expéditions. C'était un peu la liberté, le cheval, et c'était la force en même temps. Domestiquer, cet animal a été un des grands exploits de l'humanité. D'ailleurs, on peut faire basculer un certain nombre de civilisations avec l'arrivée du cheval qui ouvre la voie à tous les échanges possibles. Et pourtant, l'homme qui est toujours animé par cette espèce de soif d'invention attendait quelque chose qui vienne remplacer le cheval, une monture mécanique si vous voulez. Une monture qui soit à la fois simple et efficace si possible, qui ne dépendrait ni de la force animale ni de ses caprices. Ça ne remplacerait jamais la vitesse d'un galop ni l'endurance d'un attelage, mais ça permettrait une chose dont on rêvait depuis longtemps sur bien des continents, l'émancipation individuelle. Nous sommes dans le jardin du Luxembourg le 5 avril 1818. Oui, vous voyez que cette histoire commence tôt. 1818. On est au moment de la Restauration sous le règne de Louis XVIII. Une foule s'est rassemblée, attirée par une démonstration. Vous avez au milieu de l'allée principale un homme qui est en train de monter sur une sorte de cheval de bois qui a l'air sorti de l'imagination d'un inventeur un peu farfelu. Il y a 2 roues alignées sur un cadre de bois, une selle, une espèce de barre qu'on doit pouvoir qualifier de guidon rudimentaire. Ce 5 avril 1818, les Parisiens sont en train d'assister au premier essai en France d'une draisienne. La draisienne a été inventée par un Allemand de 33 ans originaire du duché de Bade, le baron Karl Dress von Sauerbrunn. C'est pour ça qu'on l'appelle la draisienne, le baron Drey, comme on disait en français. L'organisateur de la démonstration, Garcin, annonce que cette draisienne parcourra une distance de 300 toises, autant dire à peu près 600 mètres, en moins de 3 minutes. Le baron n'a pas pu faire le déplacement depuis son duché de Bade et c'est donc un assistant qu'il remplace qui s'élance. Alors, quel est le résultat ? Oh, c'est pas très brillant, disons-le. La draisienne n'est pas bien maniable. Les graviers du jardin du Luxembourg n'ont pas été bien égalisés. Ça marche avec difficulté, cette machine. Et puis, disons-le, la scène tourne au franc comique. La machine est suivie par les enfants qui n'ont aucun mal à la suivre. Tout le monde se met à rire. Ce sont les lazzi, les railleries. N'oubliez pas qu'on est à Paris et qu'on a la moquerie facile. C'est néanmoins ce jour-là, au jardin du Luxembourg, que l'histoire du vélo a commencé à s'écrire discrètement, mais avec déjà quelque chose qui ressemblait à une révolution. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un an plus tôt, donc le 12 juillet 1817, le baron Karl von Dress von Sauerbrunn avait fait la première démonstration de sa machine à courir. Il reliait à califourchon sur un bâti de bois, donc avec ses 2 roues solidaires qui étaient disposées l'une derrière l'autre. C'est très important d'avoir ça comme idée. Il avait relié la ville de Mannheim au relais de poste de Schwetzingen. Le baron a relié les 2 localités en un peu moins d'1 heure, c'est-à-dire 4 fois moins de temps qu'il n'en faut normalement à une malle-poste attelée. Vous voyez que c'est très important. Le 21 août, il demande un brevet. Seulement les experts du ministère de son pays, de son duché, concluent à un intérêt limité. On ne voit pas trop à quoi servirait cette machine. En fait, ils n'ont pas du tout compris que ce qui est en train de se passer, c'est une véritable révolution. Et donc, vous l'avez compris, c'est en France que le brevet va être déposé, malgré ses débuts un petit peu difficiles au Luxembourg. Bon. Si vous vous êtes fait une image du baron à califourchon sur son espèce de cheval de bois, enlevez les pédales, les freins, les vitesses, parce que ce tout premier vélocipède de l'histoire ne comportait rien de tout ça. Voici ce que Drey lui-même écrit dans un prospectus intitulé « Maniement du vélocipède ».
Dès lors, posant légèrement les pieds sur le terrain, on fait de grands pas en direction parallèle avec les roues, quoique lents dans un commencement. Pour vaincre peu à peu les difficultés qui se présentent, on peut faire les premiers essais sur un bon terrain, tels que de belles routes ou places d'une certaine étendue. Ce n'est qu'après avoir atteint toute la dextérité désirable relativement à l'équilibre et à la direction du vélocipède qu'on peut essayer de précipiter le mouvement des pieds, puis les tenir souvent tous deux en l'air pour prendre quelques repos pendant que la machine roule avec la plus grande rapidité. Oh, finalement, c'est un cadre à roulettes qu'a inventé ce baron Drey, qui avance en courant. C'est une façon d'aider la course, tout simplement. Ça fait sourire un petit peu, mais pour les contemporains, c'est pas si évident que ça. On n'avait jamais eu l'idée d'installer des roues sous un être humain, si je puis dire. Le seul fait que le baron s'applique à donner tant de détails sur l'utilisation de sa machine nous dit un peu l'originalité de cette invention dans l'esprit de contemporains qui ont du mal à suivre, c'est le cas de le dire. Donc, l'utilisateur doit accepter cette idée de déséquilibre à l'arrêt. Surtout, il doit admettre que l'équilibre vient du mouvement. Alors nous, ça nous paraît tellement évident, on a tous fait un jour ou l'autre du vélo. Mais on sait que le mouvement crée l'équilibre. Mais à l'époque, on n'en est pas certain du tout. Et c'est même pire que ça. C'est que c'est, comme on dit habituellement maintenant, c'est contre-intuitif. Vous pensez, quand vous ne savez pas, que le mouvement, au contraire, va vous déséquilibrer. Bref. Quand Drey dépose son brevet, la révolution industrielle vient tout juste de commencer à transformer l'Europe occidentale, en commençant par l'Angleterre. Les rythmes de la vie rurale, vous savez, les travaux et les jours, tout ça dicté par les saisons, les cloches des églises, tout ça peu à peu cède la place au rythme effréné des fabriques, qu'on va bientôt appeler des usines. Le décompte du temps commence à changer. L'invention du baron participe à cette espèce de dynamique qui s'empare du 19e siècle. C'est le siècle de toutes les révolutions, le 19e. On peut dire que ce qui s'apprête à succéder à une civilisation du pas, c'est une civilisation de la vélocité. Vous écoutez Radio Classique. Alors, vous avez bien compris qu'au début, rares sont ceux qui ont compris la portée de l'invention du baron von Drey. On a regardé ça un petit peu comme quelque chose de ridicule. La Dreysienne, d'ailleurs, fait l'objet d'un vaudeville parisien signé Scribe, Dupin et Warner qui dit « Les vélocipèdes ou la peste aux chevaux », c'est le titre. Voilà la dernière phrase du vaudeville. Tel croit marcher dans le siècle où nous sommes, qui recule à pas de géant, et les projets de messieurs nos grands hommes sont bien souvent des jeux d'enfants. Et la foule éclate de rire, et on se moque de ces gens qui montent sur des cadres de bois à roulettes. Quand même, dans certains milieux plus raffinés, chez certains dandys, à Paris, mais surtout à Londres, on s'intéresse de près à cette espèce de vélocipède. D'ailleurs, il y a deux types de vélocipèdes. Il y a le vélocipède simple et puis celui à char, dans lequel on fait monter des dames qui se font porter par des cavaliers. Je cite d'ailleurs la petite chronique de Paris du 20 juillet 1818. Voici ce que nous dit cette feuille de chou. Parmi les bals des environs de Paris, celui de Sceaux est maintenant à la mode et cette prédilection est justifiée par le charme du lieu. Dimanche dernier, les vélocipèdes à char ont eu beaucoup de succès auprès des dames qui embellissaient de leur présence la fête de cet endroit et, malgré un terrain très sablonneux, les courses se sont succédées sans interruption. Un équilibriste amateur a exécuté sur son vélocipède simple d'autres courses qui ont excité de vifs applaudissements et le bâton que l'on a mis dans la roue, un imprudent y avait introduit sa canne qui a brisé 2 rayons, n'a fait qu'augmenter son triomphe. Ah oui, on met déjà des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire. Alors, on va faire un petit saut dans le temps, un demi-siècle si vous voulez, parce que tout ça s'est perfectionné, il y a eu des avancées et des reculs. On est maintenant en 1861, toujours à Paris d'ailleurs. On est loin de la Dreysienne, au début des années 60, Pierre Michaud. Alors Pierre Michaud, c'est un serrurier, c'est lui qui va faire une invention considérable puisqu'il ajoute au vélocipède des
pédale. Il est en train de réparer une draisienne au départ. Hein. La roue avant avait été un peu voilée. Un de ses fils a essayé la machine. Il s'est plaint du désagrément de garder les jambes levées. C'est vrai qu'une fois que le véhicule est lancé, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous courez au début, mais après, une fois que c'est lancé, vous levez les jambes. Et Pierre Michaud se dit qu'en mettant des repose-pieds sur la roue, ça permettrait de se reposer de façon plus agréable. Et puis, peut-être même qu'on pourrait trouver le moyen de tourner le moyeu de la roue. Il semble que son vélocipède à pédale ait fait ses affaires parce que 2 ans plus tard, il rachète tout le bâtiment où se trouvait son atelier, et grâce aux pédales, on voit s'étendre les distances parcourues par le vélocipède. En 1865, les frères Olivier, qui étudient à l'école centrale, effectuent le voyage de Paris à Avignon avec un vélocipède Michaud. Ça veut dire quand même qu'on arrive à se servir de cette machine d'une façon plus efficace. Et les choses vont changer avec cette lettre que Michaud reçoit le 3 mai 1868. Vous voyez qu'on est toujours sous le Second Empire. Hein. Monsieur Michaud, j'ai à vous proposer une petite affaire qui, j'en suis sûr, vous sera agréable et je vous prie de venir me voir au plus tard mardi car le temps presse. Agréez, je vous prie, une salutation empressée et c'est signé « Le fait ». La lettre vient en vérité du secrétaire de la mairie de Saint-Cloud qui propose à Michaud d'organiser des courses de vélocipèdes dans le parc de Saint-Cloud pour les fêtes de la Pentecôte. Il y aura 4 courses en tout. Les compétiteurs utiliseront la fameuse machine Michaud. C'est une condition pour pouvoir s'inscrire. Les courses de Saint-Cloud vont marquer un point de départ. C'est le début de ce qu'on appelle l'âge d'or du vélocipède. La même année, Michaud forme avec les frères Olivier une société de commerce qui s'appelle Michaud et compagnie, première entreprise spécialisée pour la fabrication et la vente des vélocipèdes. Et là, c'est le début d'une espèce d'industrialisation déjà. On voit des vélocipèdes à la une de tous les journaux. Le 5 juillet 68, voici ce qu'écrit le Petit Journal. Alors là, on est loin de la feuille de chou. Hein. C'est un journal à très gros tirage. C'est la fureur du moment, c'est le point d'arrêt de la voie publique, c'est la préoccupation des cochers, c'est le souci des piétons. On en rencontre au bois, sur les boulevards, dans les rues. Il faut bien en parler comme d'un signe des temps, comme d'une manifestation des goûts et des symphonies et des sympathies de la foule. Le vélocipède est à la mode. Et le Petit Moniteur universel du 28 mai 1869 parle du vélo comme, je cite, « du cheval de ceux qui n'en ont pas ». Même le jeune prince impérial, le fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, se passionne pour ce vélocipède. Il assiste à toutes les courses à Saint-Cloud. Ça tombe bien, la résidence impériale de week-end, si je puis dire, se trouve à Saint-Cloud. Preuve de l'engouement désormais populaire pour le vélo, cette preuve, elle se trouve dans les arrêtés municipaux de villes comme Grenoble, qui commencent à réglementer la circulation vélocipédique en raison du nombre croissant des appareils. Ça en fait trop, il y a trop de vélocipèdes partout, et on va se multiplier les courses d'ailleurs. Lors de la fête du centenaire de la naissance de Napoléon, le 15 août 1869, 19 villes de France, dont Bar-le-Duc, Besançon, Nice, organisent quoi? Des courses de vélocipèdes. Les relations entre Michaud et les frères Olivier ne vont plus si bien néanmoins. Beaucoup de bisbilles entre eux. Michaud part fonder sa propre société qui s'appelle Michaud Père et compagnie pour continuer à fabriquer des vélos. Il est poursuivi en justice par les frères Olivier pour concurrence déloyale, condamné par le tribunal de commerce de la Seine à 100 000 francs d'amende, vous imaginez. Il ne s'en remettra jamais, Michaud. D'ailleurs, il mourra dans la misère. Mais l'année suivante, c'est la guerre, bien sûr, 1870, la guerre contre la Prusse. Ça va porter un coup fatal au monde vélocipédique qui déjà battait un peu de l'aile, il faut bien le dire. C'en est fini de l'heure glorieuse des courses de Saint-Cloud. C'en est fini du vélocipède, mais ça n'en est pas fini du tout de l'aventure. Franck Ferrand sur Radio Classique. Grande invention en 1872, le grand bi. Pour accroître la vitesse, on augmente démesurément la roue avant et on diminue la taille de la roue arrière qui ne sert plus qu'à maintenir l'équilibre du vélo. C'est donc le grand bi, succès foudroyant auprès de la bourgeoisie en Angleterre, en France. La machine reste dangereuse, il faut arriver à se percher là-haut. Vous imaginez, vous montez sur cette grande roue, vous risquez toujours d'être projeté en avant. C'est une machine objectivement dangereuse. Et en 1880, ce qui va donner
à cette invention du baron Drey sa définitive importance, c'est la bicyclette. La bicyclette inventée donc en 1880 par l'anglais Henry Lawson. Et ça change complètement la donne, hein, grâce à un système de pédalier avec une chaîne. La roue arrière devient motrice. On peut pédaler sans avoir à faire d'acrobatie. En 1886, Peugeot commence la commercialisation des bicyclettes. Dans la foulée, c'est Dunlop qui invente le pneumatique. Alors ça veut dire que les bicyclettes deviennent confortables grâce aux pneus gonflables. Et puis, en 1891, Édouard Michelin va perfectionner le pneumatique en imaginant le pneu démontable avec la chambre à air. Les vélos de la fin du 19e ressemblent, entre nous soit dit, déjà pas mal à nos vélos actuels. Et avec l'invention de la bicyclette, tellement plus maniable et confortable, ce sont des vélos clubs qui vont se constituer dans beaucoup de villes et servir de modèle aux autres sports français en train de naître. En 1903, vous le savez, j'ai eu l'occasion de vous le dire souvent, c'est la création du Tour de France, bien entendu, qui va rendre populaire cette nouvelle invention, cette bicyclette. Là, maintenant, on va pouvoir bientôt parler de la Petite Reine. En effet, quand même, sur les 59 coureurs au départ du tout premier tour en 1903, seuls 21 sont arrivés à franchir la ligne d'arrivée. Mais on est là, sur le bord de la route, dans la poussière, à applaudir les coureurs. Ça y est, c'est gagné. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et après donc un petit siècle d'amélioration en tout genre qui ont donné au vélo la forme qu'on lui connaît, eh bien on peut dire que ça y est, c'est devenu un instrument. Maintenant, le vélo est devenu un véhicule totalement commun, banal, habituel. Voici ce que nous dit Jean-Paul Vespini donc dans son Zola à bicyclette qui est paru il y a quelques mois. Bientôt, les ouvriers à bicyclette sortiraient des usines. Bientôt, les facteurs utiliseraient pour distribuer l'imposant courrier. Détestée ou magnifiée selon le camp dans lequel on se plaçait, la bicyclette défiait la plus noble conquête de l'homme avec arrogance. Là se jouait le match du siècle. Le prestige déclinant du cheval contre la modernité de la bicyclette. D'une certaine façon, on testait la force de l'homme et la vélocité de la machine. Mesure-t-on aujourd'hui, ajoute Jean-Paul Vespini, cette immense transformation qui était en train de remodeler la société de l'époque? Supposez que, tout d'un coup, notre œil puisse voir à travers les murs. N'iriez-vous qu'il y ait perfectionnement? Le service rendu par la bicyclette est d'ordre encore supérieur, estimait Maurice Leblanc, le père d'Arsène Lupin, en 1896. La révolution est là, écrit-il. L'homme d'aujourd'hui n'est plus l'homme d'autrefois. La vapeur, l'électricité n'étaient que des progrès servant à son bien-être. La bicyclette est un perfectionnement de son corps lui-même. Vous écoutez Radio Classique.